Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film américain sorti ce mercredi en salle, L'ultime héritier ou en version originale How to Make a Killing, réalisé par un certain John Patton Ford, dont je découvre ici le cinéma. C'est son second long métrage, il avait fait un thriller criminel avec Aubrey Plaza avant. Il écrit aussi le scénario, c'est intéressant à signaler, et c'est adapté d'un roman britannique je crois, qui a été publié au début du XXe siècle et qui a eu son adaptation cinématographique anglaise qui s'appelle Noblesse oblige. Voilà, donc relecture si vous voulez à la sauce américaine puisque ça parle d'argent donc ça colle bien. Avec dans le rôle principal Glenn Powell, il y a aussi Margaret Qualley, ça fait quand même un duo sympathique à voir à l'écran et quelques seconds rôles pêle-mêle interprétés par Jessica Henwick, Bill Camp, Zach Woods, Topher Grace, qui est peut-être le meilleur de tous les acteurs secondaires du film d'ailleurs ici, le fils de Jude Law, Ruffalo, et évidemment un peu le boss final si vous voulez, Ed Harris le patriarche, pour donc une sorte de comédie noire criminelle où on va suivre en flashback avec une voix off, récit narratif on ne peut plus classique évidemment, le fameux Beckett Redfellow, un jeune homme qui décide en fait, enfin qui a décidé puisqu'il est en prison, il est à deux doigts de mourir électrocuté sur la chaise parce qu'il a tué des gens. Il va expliquer pourquoi il l'a fait à un prêtre. Il a donc tué énormément de membres de sa famille, beaucoup de gens qu'il n'avait jamais vus d'ailleurs, afin quelque part de venger sa mère et d'assumer son statut, celle-ci ayant été éjectée de la famille riche par le patriarche car elle a été enceinte trop jeune, contre l'avis de celui-ci. Elle a dû donc grandir et élever son enfant dans un quartier très pauvre, dans la ville de Newark, dans le New Jersey, donc une ville vraiment un petit peu abandonnée. Et au moment de mourir, elle dit à son gamin, voilà, assume, va au bout et soit qui tu es, sous-entendu donc le riche héritier de cette famille Redfellow. Mais pour ceci, pour toucher l'argent, il doit abattre tous les potentiels suivants sur la liste, avant évidemment d'affronter le monsieur interprété par Ed Harris qu'on voit dans l'ombre, dans les flashbacks racontés, de sa mère et tout, parce que évidemment on n'a pas fait de rajeunissement numérique, on a fait un petit peu des économies de budget, et c'est ainsi que le long métrage va se dérouler sous nos yeux de façon très programmatique, raconté avec des effets que l'on peut prédire, avec du cabotinage en veux-tu en voilà quand même. Glenn Powell en tête, même s'il est plutôt bon dans ce style-là, avec ses déguisements où il est pour le même, ça me fait marrer, parce que évidemment on a ce décalage absurde de la comédie un peu cynique et noire, où il aurait dû être arrêté et confondu plus d'une fois, mais finalement non. Et puis bon, peu importe, c'est pas très important. C'est un vague terrain de jeu pour ces actrices et ces acteurs et pour le spectateur, sauf que moi je suis pas rentré dans le délire en fait. Vraiment, ça a glissé sur moi. C'est pas catastrophique, c'est juste très moyen. T'as l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, et pourtant j'ai pas vu l'original et j'ai pas lu le bouquin, dans une fausse lecture tragique d'un destin difficile à assumer. C'est quand même l'histoire de quelqu'un qui est conditionné enfant par sa mère mourante, qui elle, malheureusement pour son héritage, mais pour sa propre personne, a été dégagée de cette famille reniée et qui n'a plus que la vengeance à travers son fils comme dernière volonté. Et cet aspect tragédie est plusieurs fois mentionné par la voix off donc de Beckett Redfellow, de Glenn Powell, qui le dit, voilà, un peu détaché des choses. Le problème, c'est que le film se détache trop et en fait, après, joue sur certaines scènes plus ou moins drôles ou emballantes, si vous voulez. Moi, j'ai retenu surtout celle avec Topher Grace qui se prend pour un samouraï, là, et qui comprend que la personne en face de lui n'est pas celle que l'on croit, mais en fait, bon, il se fait quand même avoir, et c'est juste une constellation de choses. Rajouter le personnage de Margaret Qualley, qui s'appelle Julia, qui est en fait le crush de jeunesse de Beckett, qui va doubler, on va dire, son besoin d'aller au bout de son destin, puisque, bon, si la mère lui dit ça sur son lit de mort, Julia, on le sent, a besoin d'ambition, et en fait, au final, Beckett étant pauvre, plus tard, elle se tournera vers un autre gamin qui, lui, est riche, et plus tard, elle reviendra dans la vie de Beckett, sauf qu'elle est déjà mariée, et que Beckett, à côté, va plus ou moins tomber amoureux de la compagne d'un de ceux qu'il a tués, sorte d'artiste, là. Ça devient un peu n'importe quoi, on n'est jamais vraiment dans le mélo non plus, mais on est quand même dans ce trope à l'américaine qui fait que le film est très très américain, trop américain, et que franchement, je passe un moment, on va dire, vaguement intéressant devant sur certains points, mais très moyen.
J'ai laissé passer, quoi. Et je suis allé au bout, bien sûr, comme souvent, comme toujours, hein, je ne quitte jamais la salle quand je vois un film. Mais franchement, honnêtement, c'est très dispensable. J'ai en plus récemment, et c'est assez paradoxal, revu à la hausse un film qui, sur le papier, n'a pas grand-chose à voir, mais qui a des thématiques parallèles sur l'argent et l'héritage. Wedding Nightmare, Ready or Not, d'ailleurs, j'en parle en vidéo là, ces prochains jours, qui était beaucoup plus intéressant dans ce principe de quelqu'un de transfuge de classe qui allait subir. Là, c'est juste dans l'ambition et le terrible destin, l'héritage. Là, où est l'héritage d'ailleurs pour ce jeune homme? Ben, tout simplement aller au bout de qui il est, mais à quel prix? Justement, à quel prix? Mais c'est beaucoup plus passionnant dans le huis clos horrifique qu'est Ready or Not. Quand bien même, d'ailleurs, à un moment, on arrive dans ce manoir avec Ed Harris, on y pense, avec des jeux d'armes et tout. Je me demande si c'est pas vraiment une influence pour le metteur en scène scénariste, à voir, à suivre, j'en sais rien, mais j'y ai pensé. Même la photographie, à un moment, semble s'y mettre. En soi, le film, esthétiquement, avec son chef-op, fait son boulot, mais ça fait artificiel. C'est le but, vous allez me dire, mais ça l'est trop et arrivé au bout, même les moments de meurtre, on va dire, les stratagèmes ne sont pas très intéressants. C'est à peine décrit, à peine mis en place. Bon, c'est pas le but non plus, je pense. Mais franchement, il n'y a rien à retenir, à part du coup les prestations principales, plus celles de Topher Grace, oui, oui, et encore, parce que même si Glenn Powell a le vent en poupe, va falloir quand même qu'il choisisse parfois mieux ses projets, quand bien même, oui, il a ce charisme-là, il est encore très très loin, on va dire, d'être un acteur très talentueux, quand bien même il a eu des moments assez intéressants, récemment même, hein, si vous voulez, chez Richard Linklater, où il se déguisait pas mal aussi, enfin, il y avait ce jeu-là, mais il sort aussi d'un Running Man Edgar Wright assez lénifiant, pour ne pas dire voilà, pire, parce que ma vidéo de l'époque était encore assez gentille, mais plus je pense à ce film, plus que je trouve qu'il y a un gros problème, un très très gros problème. Voilà, c'est un peu le problème justement global aussi dans Glenn Powell, sur lequel le film se rattache, mais derrière il n'y a aucune prise de risque, c'est même pas, on va dire, bête et méchant comme ça aurait pu l'être, ça critique à peine au final le capitalisme et l'appât du gain, c'est assez propre, et même un petit peu condescendant aussi sur certaines choses, et puis bon bah le titre français il est ce qu'il est, mais c'est vrai qu'en anglais au moins c'est plus drôle. How to make a killing, ça a un double sens. A killing parce qu'il tue, mais how to make a killing, c'est aussi comment faire un gros coup financier, comment se faire un bon paquet d'argent, quoi. Donc oui. Bon, il y a un moment qui est un peu touchant quand même dans le film, c'est cette relation avec celui qui va devenir son supérieur, plus ou moins son oncle, je crois, hein, les rapports familiaux, là, je sais pas trop, il y a des cousins, des oncles et tout, mais il y a enfin une caution humaine, en dehors de la romance, bien sûr, mais évidemment, l'ironie du sort va se rappeler à son plan de base. Donc c'est comme ça, le destin est scellé, d'où la tragédie, blablabla. Blablabla. Voilà, donc pas grand chose à retenir de ce film, que je vous conseille pas spécialement en salle. Hein. Je vous conseille pas beaucoup plus le film dont j'ai parlé hier, hein, Anémone, avec Daniel Day-Lewis, mais je suis là et c'est encore un autre problème. Voilà, c'est pas une grande semaine de cinéma, hein, autant le dire, mais ça c'était prévisible. La semaine prochaine risque d'être meilleure, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo de mercredi, j'ai bien peur d'en rater beaucoup, car beaucoup de choses à faire, d'une chose, et beaucoup de sorties, et pas forcément beaucoup aussi de distribution pour les films que j'aimerais voir. J'aurais préféré d'ailleurs voir le Koji Fukada cette semaine, si vous l'avez vu, vous me le direz en commentaire. Malheureusement, pas distribué dans mes cinémas alentours, et pas le temps d'aller sur Paris, c'est la vie. À vous la parole sur l'ultime héritier, How to Make a Killing. Peut-être que vous aurez des choses plus intéressantes que moi à déblatérer ainsi pour ouvrir le débat. J'avoue que là, je vais très très vite l'oublier celui-ci. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao!